Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Sciences Po TV pour cette désormais traditionnelle interview de rentrée en compagnie de notre directeur. Bonjour Frédéric Muan. Bonjour. On va commencer par quelques questions d'actualité à Sciences Po. Le grand chantier de cette année, ça reste le collège universitaire. Vous annonciez l'année dernière le déplacement des étudiants du campus de Paris vers le campus de Reims, déplacement qui a finalement été décalé à l'année prochaine. Est-ce que cette fois-ci, vous pouvez nous dire oui, nous venons de vivre la dernière rentrée du campus de Paris tel que nous le connaissons? Je ne peux pas vous dire ça, c'est vraiment très triste. Ah, j'imagine que vous espériez une espèce de moment de basculement. Eh bien, il ne va pas se produire dans les termes que vous sembliez imaginer. Les choses vont se passer plus progressivement que ce qui peut-être avait été un instant envisagé. La fin de la montée en puissance du campus de Reims, la fin n'est jamais définitive. En tout cas, le moment où nous aurons atteint les objectifs en termes d'effectifs étudiants du campus de Reims, ce sera la rentrée 2019. Donc en termes d'effectifs et de répartition de ces effectifs entre campus, la rentrée 2018, la prochaine, va ressembler à la rentrée 2017. Mais comme je crois l'avoir dit l'année passée, il y a ce fantasme que beaucoup de nos étudiantes et de nos étudiants véhiculent qui serait ça y est, le collège, ça va être fini à Paris, tout le monde sera parti pour Reims ou pour un autre de nos campus en région. Et comme vous le savez, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que le campus de Paris va conserver plusieurs centaines d'étudiants du collège. Hors bicursus ? Les bicursus et d'autres étudiantes et étudiants, on estime à environ 450 par cohorte, les étudiants du collège qui vont continuer de faire leur premier cycle sur le campus de Paris. S'ajoutent à eux bien sûr des étudiants en échange qui sont nombreux également. Donc on aura toujours une vie de premier cycle qui va rester assez intense à Paris. Même après 2019 du coup. Même après 2019, mais elle sera très intense, la vie du premier cycle sur le campus de Reims et sur nos autres campus en région. Sur l'aspect pédagogique de cette réforme, justement, la deuxième année fera désormais l'objet d'une spécialisation un peu plus poussée. L'année prochaine, les étudiants en DOA auront à choisir entre économie et société, humanité politique, politique et gouvernement. Je vous félicite, vous avez bien retenu notre majeur. Je vous remercie. Est-ce que c'est une réponse à l'idée qu'à Sciences Po, on survolerait un peu trop les sujets, du moins au collège universitaire ? Je crois que c'est une réponse à un vœu que nous faisions lorsque nous avons lancé cette réforme du collège universitaire, cet acte 2 du collège universitaire. Cette ambition, c'était de donner à notre formation de premier cycle une plus grande cohérence sur les 3 années que dure le premier cycle, en y incluant la 3e année à l'étranger et en articulant beaucoup mieux cette 3e année à l'étranger avec ce que les étudiantes et les étudiants auront appris au cours des 2 premières années, et une plus grande cohérence aussi sur l'ensemble de nos campus. Sans bien sûr gommer ce qui fait la vitalité, la force des campus en région, qui est précisément leur coloration géographique, mais en assurant à tous nos étudiants, tous campus confondus, la possibilité d'un ancrage dans une thématique qui est assez large. Les 3 thématiques que vous avez citées sont larges. Elles sont aussi, et ça c'est tout à fait de propos délibérés, pluridisciplinaires, mais avec l'idée ainsi que nous allons pouvoir créer une plus grande cohérence et aussi une plus grande continuité. Alors venons-en un moment à la réforme du concours d'entrée en master. Désormais, les postulants n'auront plus à passer d'épreuves écrites, ce sera seulement un dossier suivi d'un oral si admissibilité. Quel est le sens de cet abandon du concours écrit, de l'épreuve écrite ? Lorsqu'on imagine des épreuves d'entrée, des épreuves de sélection, il faut s'assurer que ces épreuves nous apprennent sur nos étudiants, sur nos étudiantes, en l'occurrence sur nos candidates et nos candidats, ce que nous avons besoin de savoir ou d'arriver à déceler. À l'usage, nous nous sommes aperçus que les épreuves écrites qui étaient proposées aux candidats à l'entrée en master, qui étaient essentiellement une note de synthèse et puis des vérifications de niveau en langue, étaient en fait totalement redondantes par rapport à ce que nous apprenaient sur ces étudiantes et ces étudiants leur dossier académique. Et donc on a beau aimer ériger des obstacles sur le chemin de nos candidats, on a aussi conscience qu'il faut essayer d'aller à ce qui est vraiment utile. Mais est-ce qu'on peut imaginer dans ce cas la suppression de l'épreuve écrite pour le collège universitaire, ou alors ça ne répond pas du tout aux mêmes objectifs ? La question méritera d'être posée, c'est-à-dire que ce que je disais de nos épreuves d'admission en 2e cycle vaut pour les épreuves d'admission en 1er cycle. Qu'est-ce qui est pertinent pour essayer de déceler les qualités que nous recherchons chez nos candidats ? Les épreuves écrites d'admission en première année ont beaucoup de vertus. Elles sont aussi très, très lourdes, on le sait, à organiser, mais ça, en soi, ça n'est pas un problème d'irriement. Il faudra que nous nous donnions les moyens de voir si ces épreuves écrites répondent aux objectifs qui ont pu leur être assignés. Alors j'aurais une dernière question sur la rentrée. On est dans une période où des initiatives se lancent pour lesquelles on vote. On a appris cette année que Sens Commun, l'émanation de la Manif pour tous, voulait ouvrir une antenne à Sciences Po. Plusieurs associations et syndicats, dont l'UNEF, s'opposent à sa reconnaissance. Alors question simple, est-ce que Sens Commun, initiative, a sa place à Sciences Po ?
La règle qui est simple est la suivante. L'université, par excellence et par essence, c'est le lieu du débat. Et pour débattre, il faut bien qu'il y ait des points de vue opposés, voire franchement contraires, qui puissent s'exprimer, sous une limite, qui est évidemment fondamentale, c'est que les discours qui sont proférés dans un cadre comme le nôtre sont tenus de respecter la loi. Et donc nous ne pourrions tolérer des propos qui seraient caractérisés par le racisme, la xénophobie, l'homophobie, le sexisme, l'antisémitisme, etc., etc. Si cette limite est franchie, alors nous sommes amenés à intervenir. Tant qu'elle ne l'est pas, nous n'avons pas à le faire. Je conçois fort bien que les idées défendues par telle ou telle partie du spectre politique représenté chez nos étudiants puissent susciter l'indignation ou l'irritation d'une autre partie du spectre politique, mais ça, pour le coup, c'est le jeu du débat. D'accord, donc Sens commun pourra être reconnu. Alors, Sens commun sera reconnu si des étudiants votent pour Sens commun. Ce n'est pas une décision de l'administration. Alors, on va maintenant parler de l'actualité politique. Depuis plusieurs mois, une nouvelle majorité, un nouveau président gouverne la France. Est-ce que vous êtes séduit par cette nouvelle majorité? Pour une institution comme la nôtre, la question n'est pas celle de la séduction ou du charme que le pouvoir pourrait exercer sur nous. Je pense que nous vivons une phase politique qui se caractérise à bien des égards par la nouveauté. Ce que nous vivons est assez largement inédit, notamment dans la recomposition des forces politiques. Et donc je crois que ce que nous vivons, c'est une période qui est passionnante pour une institution où l'on se fait fort d'observer le politique et la politique et de préparer nos étudiantes et nos étudiants à y exercer un jour des responsabilités pour celles et ceux d'entre eux qui souhaiteraient le faire. Donc de ce point de vue, je dirais que la période est passionnante. Je ne sais pas si elle est séduisante, mais passionnante en tout cas, elle l'est. À ce propos, on vous dit proche d'Emmanuel Macron. Est-ce que finalement, vous avez posé la question l'année dernière, est-ce que vous avez été contacté pour travailler avec lui éventuellement, conseiller, ministre? La réponse est non. Personne n'a pensé à moi pour être ministre, ce qui doit montrer qu'il y a beaucoup de clairvoyance dans ce nouveau pouvoir. Je ne suis pas certain d'être taillé pour ces fonctions ministérielles. Emmanuel Macron, j'ai été amené à le connaître dans un cadre professionnel à l'origine, mais il n'a échappé à personne qu'il est nettement plus jeune que moi, donc ça n'est pas un proche au sens des générations. Il a quand même près de 10 ans de moins que moi, ce qui fait malgré tout un laps de temps assez significatif. Et en tout cas, non, il ne m'a pas appelé pour rejoindre ses équipes. Jean-Michel Blanquer, c'est lui le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Coqueluche pour Bézin, qui considère que c'est le retour au bon sens, aux fondamentaux de l'éducation, affreux réactionnaire pour les autres, qui fait la une de valeurs actuelles, de causeurs. Est-ce que c'est le bon ministre au bon endroit, Jean-Michel Blanquer? Voilà une question à laquelle je suis parfaitement incapable de répondre. Je connais peu Jean-Michel Blanquer. Ce que j'ai pu observer en regardant son parcours, c'est qu'il connaît assez intimement le monde de l'éducation nationale. Je suis frappé en tout cas du fait que c'est quelqu'un qui était très préparé pour les fonctions qu'il occupe aujourd'hui. Je suis un trop mauvais observateur et connaisseur du dispositif de formation de primaire et secondaire pour porter un jugement aujourd'hui sur ce qu'il fait. Nous, à Sciences Po, et ça c'est un des éléments importants de cette rentrée, nous avons pris, nous, une initiative qui a commencé au début de l'été et qui est appelée à se poursuivre au cours des années qui viennent, consistant à proposer à des élèves qui entament leur parcours au lycée, des élèves de seconde, un parcours que nous avons appelé Premier Campus, qui offre des périodes d'immersion sur nos campus. En l'occurrence, la première cohorte a été reçue sur le campus de Reims. Immersion donc en milieu universitaire pour une formation assurée conjointement par des professeurs de lycée et par des professeurs de Sciences Po, avec une finalité, acculturer ces élèves qui sont tous réunis par une caractéristique, ils sont tous boursiers de l'enseignement secondaire, acculturer ces élèves aux exigences de l'enseignement supérieur et favoriser ainsi la transition pour eux vers l'enseignement supérieur. Un mot juste sur l'écriture inclusive qui vise à neutraliser la langue du point de vue du genre. Certains parlent d'une atteinte grave à la langue française. Quel est votre sentiment sur ce sujet et est-ce que Sciences Po a vocation à utiliser l'écriture inclusive? Je ne suis pas un grand technicien de la question de l'écriture inclusive. Je pense que derrière cette question de l'écriture inclusive, pour ce que j'en comprends, il y a une préoccupation, c'est comment la langue peut-elle s'adresser à la totalité des membres qui forment notre communauté. Et cette préoccupation, elle me semble légitime. J'avoue que, en première analyse, je suis parfois un peu interloqué par les formules qui consistent à mettre des points au milieu des mots pour ménager à la fois C'est ce que fait un nouveau manuel scolaire cette année.
apparemment. Et donc pour ce qui me concerne en tout cas, dans la manière dont je m'adresse à nos communautés, j'essaie plutôt, quitte à allonger un petit peu les phrases, de m'adresser aux étudiantes et aux étudiants, aux enseignantes et aux enseignants, ce qui est une façon de ne jamais perdre de vue le fait que nos communautés sont composées d'une pluralité d'individus. D'accord, donc plutôt les celles et ceux, plutôt les étudiantes et étudiants que les points. Oui, d'autant que à l'écrit, ça peut heurter l'œil, mais à l'oral, je ne sais même pas comment ça marche. Donc, oui, quand on est censé s'adresser à des gens qui vous écoutent, je ne sais pas très bien ce que l'écriture inclusive devient lorsqu'elle est verbalisée ou oralisée. Juste pour fermer cette page politique, on dit aujourd'hui que Sciences Po serait en quelque sorte l'antre des idées macronistes. Et au-delà des on-dit, l'an passé, la Péniche avait réalisé un sondage au sein de Sciences Po, donc c'est un sondage, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même. Les étudiants plaçaient Emmanuel Macron en tête, avec près de 40% des voix au premier tour, Marine Le Pen à moins d'1%. Comment vous expliquez ce décalage avec ce qu'a été l'élection, Macron à 24, Le Pen à 21 ? Il faut peut-être y voir le fait que notre élection présidentielle 2017 a été caractérisée, comme dans bien d'autres pays européens, par des formes de montée du populisme, que le populisme, c'est une façon de penser qui s'accommode des raccourcis, des simplifications, une vision parfois un peu simpliste des questions, de la politique et de la société, et que précisément le travail que fait Sciences Po, c'est modestement, mais avec tous les efforts que nous pouvons accomplir, un travail d'élucidation et un travail consistant à essayer de percer la complexité des choses. Donc, si en tendance, nos étudiants ont une moindre propension à se porter vers des réponses populistes aux questions qui se posent, on peut estimer que c'est peut-être le fruit de ce travail d'élucidation. Sciences Po, c'est un rempart au populisme ? C'est à la fois un rempart contre le populisme et je pense aussi un épouvantail qu'il est agréable pour les populistes d'agiter. Mais ce qui m'a frappé, c'est que s'agissant des candidats eux-mêmes, des candidats à l'élection présidentielle, ils se sont montrés relativement peu enclins à venir parler à Sciences Po, de même que, je crois, dans les autres universités de notre pays. Et je pense que ça fait un peu écho à ce que je disais sur cette élection présidentielle dans laquelle il était un peu inconfortable d'être assimilé à un camp qui serait celui des élites, des couches les plus formées, instruites de notre population. Alors Frédéric Mion, c'était votre dernière rentrée, après ce premier mandat à la tête de Sciences Po. En quelques mots, quel bilan personnel tirez-vous de ces 4-5 années ? Alors le bilan personnel, il est extraordinaire, c'est-à-dire que si j'ai été candidat à Sciences Po, c'est parce que je soupçonnais qu'il y avait dans cette maison et dans ce métier de directeur, pour moi, une aventure extraordinaire à vivre. Les 5 années qui se sont écoulées, pas tout à fait 5 d'ailleurs, plutôt 4 ans et demi, je ne veux pas écourter ce mandat qui est en cours. Ces 5 années ont été d'une richesse absolument inouïe pour moi. C'est-à-dire, je ne soupçonnais pas l'intensité que j'allais trouver dans ce métier et la passion qu'il allait provoquer en moi. Je crois pouvoir dire que j'ai vraiment passé les 4 années et demie les plus belles de ma vie professionnelle. Vous avez un regret sur ce mandat ? Il y en a sans doute tout plein, mais là vous me prenez dans un jour où je suis plutôt joyeux, donc j'ai du mal à me concentrer sur mettre à mal votre bonne humeur. Sur les parties sombres du bilan, mais je suis sûr qu'il y en a, de tête, j'ai un petit peu du mal à les citer. L'échéance approche, vous vous attendez à cette question évidemment, vous nous aviez promis l'exclusivité. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire, oui, je suis candidat à ma propre succession à la tête de Sciences Po ? Là, la réflexion est en train de s'achever. La décision, il faudra que je la prenne assez rapidement. Il faut voir d'ailleurs comment nos instances calent le calendrier pour la suite. Je dirais que dans le bilan du pour et du contre, s'agissant d'une nouvelle candidature, il y a beaucoup de croix dans la colonne pour. Mais la décision, je l'annoncerai officiellement. C'est un oui sans le dire. Sera venu. Merci beaucoup, Frédéric Mion. Merci de nous avoir suivis sur Sciences Po TV. On se retrouve très vite. À bientôt.